Nous avons quelques minutes pour discuter de manière générale. Alors je vais demander à l'organisateur ce qu'il pense de tout cela, en définitive, où on en est là actuellement. Vous avez sûrement un point de vue à donner. Ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas prévu, quoi, finalement. C'est les choses pas prévues qui sont absolument, absolument. Oui, je voulais juste introduire une méditation courte sur le sens de l'autre dans la consultation. Je crois que dans la téléconsultation, l'expérience que j'en ai à travers ma fréquentation des différentes instances, c'est que la téléconsultation a un intérêt maximal quand le corps de l'autre n'est qu'un corps objet. Et je vais vous donner l'exemple précis, c'est le diagnostic des urgences vitales, par exemple dans l'EHPAD. C'est sûr que là, c'est un progrès considérable, dans la mesure où le corps est presque déshabité par la personne en quelque sorte. Ce qui compte, c'est est-ce que cette personne en EHPAD doit être expédiée aux urgences ou est-ce qu'il s'agit d'une pseudo-urgence ? Expédiée, oui. Oui, parce qu'il y a une question de rapidité. Oui, voilà, oui. Voilà. On est dans le corps. Il vaut mieux ne pas les expédier. Eh bien voilà, absolument. Donc l'intérêt de la téléconsultation, c'est que ça laisse en EHPAD les personnes dont on n'a pas besoin. Et il y a actuellement des formations de très grande qualité sur ce sujet. Ensuite, il y a une deuxième situation dans laquelle l'être humain n'a pas besoin d'être une fin en soi en téléconsultation. C'est-à-dire que ni le malade ni le médecin sont kantiens à ce moment-là. Ils ne sont que des instruments l'un pour l'autre. Fais en quelque sorte à tout instant de ta vie que tu considères l'autre peut-être comme un instrument, mais toujours comme une fin en soi. Eh bien non, c'est pas toujours vrai. Par exemple, le renouvellement d'ordonnance. Vous vous fichez du médecin qui est en face, ou il peut être au Danemark, il peut être en Slovénie, quoi, hein, mais vous voulez simplement qu'on vous renouvelle une ordonnance. Je veux dire que là, la relation médicale fond dans une espèce d'instrumentalisation réciproque. Et l'urgence. Oui, alors. L'urgence fait que vous n'êtes pas une fin en soi. Non, vous n'êtes plus une fin en soi. Pour avoir pratiqué l'urgence en SAMU, nous avons les règles des cas de tuyaux, tout, etc., systématiques, tout, et d'ailleurs qu'on n'applique pas obligatoirement en fonction des patients. Et il est important quand même. On ne parle pas du degré zéro de la relation intime entre eux et nous, vous voyez. Et puis je crois que la troisième situation, c'est vraiment le corps sujet, c'est-à-dire le corps personne, le corps indissociable de la personne. Et là, il faudrait qu'il y ait des travaux sur le fait de savoir comment fonctionne l'intersubjectivité à travers un écran. Ça, c'est le premier point. Et ça, il y a très peu de choses dessus. Nous pouvons empathiquement, par exemple, nous émouvoir. Je ne sais pas, de la situation au Sud-Soudan, pour parler de ce dont on ne parle plus. Nous pouvons. Mais ça, on s'aperçoit que quand on est dans ce qu'on peut appeler l'éthique de champ lointain, le mouvement empathique est beaucoup plus difficile à mobiliser. Et c'est pour cette raison que je trouve que ce schéma qu'on a choisi et que Miliani a trouvé, et je n'en serai jamais assez reconnaissant, dit pratiquement tout. Ce qu'on voit figurer là, je pense qu'on en trouve les premières traces dans Sartre, dans son livre sur les émotions. Je cite très peu souvent Sartre, d'abord parce que je n'aime pas qu'on dise du mal d'Albert Camus et qu'il a été insupportable de ce côté-là, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a dans tout individu quelques scintillements. Et dans ces scintillements, c'est ce petit livre sur les émotions qu'il a fait et qui mérite d'être médité. Il n'est pas très grand, hein, pas très long. Et il parle d'un mot que
j'ai redécouvert bien plus tard, grâce au professeur Michel Wagère, c'est le mot odologie. Les réseaux odologiques. Odo, H-O-D-O-L-O-G-I-Q-E-S. C'est-à-dire qu'il prétend que nos émotions diffusent de manière odologique, créent des connexions entre nous. Et ce sont ces connexions impalpables qu'on a réinventées. Vous les sentez un tout petit peu là, voilà, en ce moment? J'espère vous les faire passer. Et on l'a redécouvert à travers les travaux sur l'empathie, l'Einfühlung, M. Bruns. Et a été redécouverte, mais elle a été pressentie, comme beaucoup de travaux de neurosciences, par les philosophes. Et ces réseaux odologiques de Sartre ne sont jamais cités, alors qu'ils sont vraiment à la source de cette... Or, dans la téléconsultation, ce qui nous fait interhumains, c'est ça. C'est ce qui peut passer entre nous, dans ces visages qui se rencontrent et qui disent l'autre, quoi, et qui préludent précisément à la responsabilité dont parlait Emmanuel Levinas. Alors, comment passe l'intersubjectivité dans la téléconsultation? Ça, c'est une première réflexion qui nécessiterait un travail. Il y en a pas beaucoup, mais les Québécois ont travaillé dessus, en particulier à Sherbrooke, sur l'intersubjectivité. C'est une collègue qui est au département de chirurgie qui a fait 2 ou 3 dans la revue Ethica, il y a quelque temps. Mais c'est un sujet non pas philosophique, mais je dirais pragmatique, c'est-à-dire comment les sujets sentent, comment ces choses-là, comme vous-même, on devrait vous interroger, comment vous vous sentez bien, ou au contraire, parce que les éléments passent, parce que l'émotion passe. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne connaissais pas le nom. C'est ça. Alors, je dis que je l'ai redécouvert grâce au professeur Michel Wagère, qui m'a initié et permis de pénétrer dans la chirurgie en conditions éveillées, parce qu'effectivement, le cerveau à l'intérieur ne fait que cela. Nous avons vécu, nous, les neurologues, pendant longtemps, sur l'idée de centre, le centre du langage, le centre, etc., alors qu'en fait, le cerveau est un organe de communication. C'est un d'énormes réseaux odologiques, interconnectés, largement distribués, et qui, au fond, sortent de leurs limites anatomiques, mais parfois doivent y être encloses pour être le prélude à cette sortie. Voilà, bon, c'est une vision qui est un peu originale, mais qui donne une idée de comment on passe de cette odologie à une réalité vécue en nous-mêmes. Et alors, il y a aussi, bon, première question, donc on l'a dit, comment passe. Deuxième question, c'est ce que vous avez amorcé, Christian Hervé, c'est vraiment le contact physique avec l'autre. Alors, vous l'avez abordé sous l'angle effectivement difficile de l'intimité ou de la palpation, etc. Mais il y a aussi un autre élément qui m'a beaucoup frappé dans ma vie professionnelle, c'est comment nous avons vu peu à peu l'examen clinique se dépouiller. Ah, totalement. Et il est aujourd'hui vrai qu'aucun médecin ne palpe une rate parce qu'on ne l'a pas appris. On ne sait plus percuter une rate. Absolument. Alors, je ne veux pas... Comment percuter un foie? Un foie ne se percute pas de la même manière en haut et en bas. Et aujourd'hui, il y a des carences. Pourquoi? Parce que nous avons été victimes de la machinerie que j'ai évoquée tout à l'heure. À quoi bon palper une rate quand vous avez une échographie? À quoi bon chercher un gros foie quand une échographie vous montre tout? Mais le malheur, c'est que nous ne sommes plus exportables. C'est-à-dire que nous ne pouvons vivre comme médecins que dans des sociétés de consommation. Moi, mes maîtres m'ont appris le signe de Malégui, la palpation du pancréas. Il faut mettre le malade en décubitus latéral droit et la main qui palpe pourra alors, entre l'estomac tomber en bas et la rate laissée en place, atteindre directement le pancréas.
plus personne aujourd'hui n'aborde ça, et je pense citer comme ça tout un paquet, parce que effectivement, nous sommes envahis de machinerie. Alors, on peut dire que de ce côté-là, la téléconsultation va achever la mort de l'examen physique. Si nous n'y prenons pas garde, c'est-à-dire utilisons la téléconsultation pour des motifs vrais. Ces motifs vrais, l'urgence, la bi-instrumentalisation, ou comme l'a dit Natalina, sera juste raison, le désert médical, ou alors là, c'est un devoir moral, plutôt une téléconsultation que rien. Mais quand on voit aujourd'hui des officines de téléconsultation démarcher, notamment nos amis pharmaciens, pour installer partout, alors qu'on ne verra même, on ne saura même plus le médecin qui nous consulte, là on peut être inquiet, c'est que la consommation, l'entrée de la téléconsultation dans le champ consumériste. Et ça, ce sera un drame absolu, quoi. Il faut dresser une garde en carré sur la préservation d'une relation qui soit une relation qui permette l'intersubjectivité proche et qui laisse peut-être une chance, car la vie a des balances, à l'examen physique, de revenir un jour avec plénitude, car il y aurait beaucoup à apprendre encore de l'examen physique. J'en doute beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. Non, mais gardons espoir. J'ai pris quand même le travail de l'espérance de Jacques Ellul, quand même. Non, mais de la même manière que nous avons complètement oublié les savoir-faire du nucléaire, nous avons complètement abandonné le travail de la soudure, méprisé tout cela au grand maximum, rentrer dans une idéologie et avec des compensations politico, enfin tout ce qu'on veut, etc., qui font que c'est tout juste qu'on arrive à avoir des soudeurs là qui permettent, parce que d'un seul coup il y a un renouveau. Or là actuellement, 4-5 générations sont passées depuis le constat que nous sommes en train de donner là. Ces 4-5 générations, il n'y a plus de maître. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de maître et il n'y a même plus l'idée que les maîtres avaient. C'est-à-dire, on est dans un autre monde. Je ne dis pas pour autant que c'est plus mal, mais je pense qu'y revenir va être très difficile, ou alors peut-être en fixant, en reformalisant des secteurs où on aurait besoin de la clinique à tout prix. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ceci mériterait d'être réfléchi, parce que c'est une de nos limites. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Il y a le monsieur là. J'ai un micro, merci. Docteur Sury, médecin généraliste, médecin coordonnateur, j'étais maître de stage aussi des universités. Alors pour contrebalancer un peu ce que disait le professeur Gilles, ça, en même temps un peu dans le même sens, c'est quand les internes arrivaient dans nos cabinets, souvent ils étaient un peu surpris parce qu'effectivement on n'avait pas nous tout le panel de l'imagerie le jour même, on n'avait pas le bilan biologique quand on voyait le patient, et la première question c'était comment vous vous débrouillez, comment vous faites. Et là, on en revenait quand même à l'examen clinique, où effectivement on palpait, on écoutait un poumon, on écoutait le cœur, voir s'il y avait un souffle. Et dans nos cabinets, je pense, de médecine générale, effectivement, la clinique revient, a toujours sa place. Et pour en revenir à la téléconsultation, où au moment de la pandémie, on nous a imposé un peu la téléconsultation d'un seul coup pendant la pandémie, ce qu'on ne connaissait pas du tout. Et ce qui manquait effectivement au départ, c'était le corps. Parce que nous, pour renouveler un traitement, effectivement, ça c'est pas un gros problème. Les patients savent dire s'ils vont bien. Par contre, moi j'étais amené souvent, finalement, à demander aux patients de se palper tout seuls, en disant mettez vos doigts autour du cou, appuyez pas trop fort, qu'est-ce que vous sentez, palpez votre ventre, comment ça... Et on se débrouillait un peu comme ça, mais c'est vrai que le corps, ça manque beaucoup. Moi, j'étais extraordinairement... J'avais un patron qui s'appelait Pierre Huguenard. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Bon, Pierre Huguenard, il arrivait, c'était un département de chirurgie, on avait
de réanimation chirurgicale. Il y avait, plein de personnes qui étaient tombées du 3e étage, qui avaient eu un accident de la route, qui s'étaient planté un couteau dans le thorax sans se manquer trop. Autant dire que voilà, on était avec des polytraumatisés. Et on ne savait jamais toutes les lésions qu'il pouvait y avoir, surtout qu'à cette époque-là, on s'est rendu compte que la radiologie était souvent en retard par rapport à la clinique. Et que, ne serait-ce que par rapport à l'urgence, il était important que la clinique... et alors, ce qui m'étonnait, c'est qu'il arrivait, il y avait le chirurgien qui disait « Mais non, pas du tout. Ce patient a un ventre souple, il n'y a pas de problème. » Et avec le chirurgien qui sortait en disant « Bon, vous m'avez dérangé pour rien, en définitive, tout, etc. » Et le patron arrivait quelque temps plus tard, il dit « Je suis persuadé qu'il y a un ventre là ». Et alors c'était amusant parce que ça se faisait avec une grande tension en disant au chirurgien « Faut y aller ». Je n'ai jamais vu le moment où il avait tort. Ce qui veut dire qu'il y a un savoir-faire et ce n'est que dans la pratique que l'on peut garder ce savoir-faire. Donc, si ça existe toujours, c'est très bien, il faut que ça continue. Je ne suis pas sûr que le signe qu'il a donné sur palper éventuellement un pancréas ou une rate ou un foie, je ne suis pas sûr que ça se fasse encore. Mais tout ceci pour dire que ce sont des pertes de savoir que nous avons là. Est-ce qu'il ne faut pas les retrouver? Je ne sais pas. Ça fait affaire de discipline, en quelque sorte. Vous avez là. Oui, merci, monsieur Foucault-Dubois-Guéneux, je suis neurologue à l'hôpital. Non, c'est un commentaire très bref, c'est juste pour dire que, en fait, est-ce que le visage peut disparaître? Il ne peut pas disparaître, après tout ce qu'on a entendu, même au pire de la pandémie, il est devenu une urgence. Et simplement pour dire que la palpation et tous ces gestes cliniques, on a l'impression qu'ils sortent de la médecine conventionnelle, mais en fait, on les retrouve ailleurs. Il y a plein de disciplines paramédicales où les patients vont pour avoir ce contact avec un visage. Ça va passer par l'ostéopathie, par toutes les pratiques de manipulation. Je ne peux pas en faire la liste. Mais en fait, ça sort du champ de la médecine conventionnelle, rationnelle, qui, elle, c'est un peu désincarné. Mais de toute façon, quand on discute avec un ostéopathe, il nous parle des patients qui, justement, ont été abandonnés par la médecine et veulent être palpés, veulent être touchés, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne dis pas que c'est un bien ou un mal. Je dis simplement que le principal, c'est que le savoir-faire, en définitive, existe toujours et que les liens entre, dans ce cas-là, les différents métiers se fassent. Mais vous avez déjà le micro, alors allez-y. Voilà. Je voudrais revenir sur le passionnant exposé d'Éric sur la visite. Et finalement, ma question, est-ce que finalement, ce qui est important dans la visite, c'est la présence, mais la réussite, le bonheur que vous prenez, procurer cette présence est justement qu'elle ne s'arrête pas quand le visiteur est parti. Et qu'en fait, un peu comme ces vagues qu'on voit tout à l'heure sur l'image, en fait, une fois parti, on pense à la visite qui a eu lieu, celle qui va avoir, et qu'en fait, c'est une présence qui se prolonge dans le temps grâce à ces visites régulières. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement de niveau ? C'est-à-dire qu'on n'est pas le même avant et après une visite. Est-ce que ça ne veut pas dire, puisque ça a été dit tout à l'heure, au niveau neuronal, on sait très bien que nos rencontres
bouleverse un tout petit peu nos circuits, pas fondamentalement, mais il y a sûrement création, comment dire, de nouvelles connexions et autres, peut-être. Je ne connais pas de travaux trop là-dessus, mais je pense que la question que moi je pose après ce que vous avez posé là et qui m'apparaît fondamentale, et c'est ce qui permet peut-être ensuite à ce que le patient fasse confiance et applique éventuellement ce que le médecin aura pu éventuellement lui dire, dans la mesure où il y aura une véritable foi, une croyance par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été senti. Justement, j'aimerais juste rebondir sur ça. Dans l'évaluation qu'on a faite de cette étude que j'ai évoquée, on utilisait le NPIES, l'inventaire neuropsychiatrique à destination de l'équipe soignante. Et ce questionnaire consistait à évaluer tout un tas d'éléments psychocomportementaux du quotidien. Et il y avait le sommeil, l'appétit, puis après il y avait des données comportementales. Et en fait, on s'est aperçu que, en dehors des temps de séance, enfin les jours où on venait, l'équipe soignante notait une charge de travail diminuée et parfois un meilleur appétit. Enfin, du moins, c'était une donnée significative qui était ressortie de l'étude par rapport à l'appétit et par rapport à l'anxiété. Donc, effectivement, la visite n'est pas que dans le présent, elle est aussi dans la projection. Quand je parlais de mes grands-parents, je sais que ma grand-mère, il y avait toute une phase préparatoire pour préparer ses menus, choisir ses menus. Mon grand-père allait au marché. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments préparatoires et d'activités qui allaient dans la projection de cette réception, puis ce qu'il en restait après. Et là, 30 ans plus tard, je vous raconte ça. Donc ce qu'il en reste aussi de cette visite, ce sont des éléments durables qui ont constitué mon identité, donc ça va de pair. Et là-dessus, d'un point de vue personnel ou professionnel, chaque visite marque plus ou moins en fonction de la valeur émotionnelle qu'elle a. Mais en tout cas, je partage le fait que ces visites, il y a un avant et un après, et c'est intéressant de s'y intéresser, justement. Votre réponse, est-ce que ça peut dire qu'il y a un rituel ? Nous avons complètement omis de voir comment et de quelle manière nous sommes amenés à procéder pour faire la médecine ou pour faire les gestes soignants. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le rituel lui-même n'amène pas ces éléments dont on parle là ? Enfin, ça reste une interrogation. Une autre question. Merci beaucoup. Nema Jafari, je suis psychiatre. J'ai la chance d'avoir eu M. Gilles comme maître et appris les signes cliniques, comme il vient de le dire. Mais je voudrais... C'est le point... Oui, tout à fait, monsieur. Bravo. Je peux vous le montrer si vous voulez. Mais non, mais je veux pas plomber l'ambiance, mais je voudrais juste vous dire que on est en Poitou-Charentes. En Poitou-Charentes, je voudrais vous donner juste quelques chiffres. À l'hôpital de Saintes, au mois de septembre, en psychiatrie, il y aura 0 psychiatre adulte. À Jonzac, sur 12 postes de psychiatres, il n'y aura plus que 2 psychiatres. À Angoulême, 22 postes de psychiatres vacants. À Niort, 17 postes de psychiatres vacants. Et à La Rochelle, 7 postes de psychiatres vacants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce que le résultat de cette désertification médicale s'est terminé en février 2020 au centre hospitalier de Thouars par le fait qu'une infirmière a été tuée par un patient souffrant d'une pathologie schizophrénique et parce que sur 15 postes de PH, il n'y avait que 4 PH, 4 médecins à diplôme étranger. Et quand je dis cela, c'est parce qu'il y avait une problématique de compétences derrière. Donc là, je voudrais savoir comment, autre que par télémédecine, et ça, je remercie la présentation qui a été faite, oui, mais juste, et ça, c'est véritablement, et je partage votre avis, monsieur, c'est comment arriver pour un psychiatre d'être en contact avec l'autre par la visio, parce que je ne pense pas que dans les 5 à 10 années à venir, on ait d'autres choses à développer que cela. Bien sûr, bravo.
Mais c'est un autre colloque, tout ça. Hein. C'est très riche. On va demander la réponse. Merci, Monsieur le Président. Et oui, en effet, la téléconsultation est une réponse à la désertification médicale et c'est toujours un compromis entre notre souhait de bienfaisance, on est médecins, les soignants, hein, et la justice à la répartition des moyens. Donc voilà. Et puis la téléconsultation, comme ça a été dit, pas la première fois quand même, la rencontre, faut pas la rater. Juste pour répondre aux commentaires à la question de Monsieur le Président, Christian Hervé, concernant ce qui se passe quand il y a visite ou quand il n'y a pas visite, quand il y a un soutien autour de la personne qui a eu un déficit, par exemple, d'origine neurologique. Moi, je pense aux accidents vasculaires cérébraux, puisque c'est ma surspécialité. Je suis neurologue vasculaire, ça veut dire plombier du cerveau. On sait depuis tout temps que les dames, les femmes, souvent âgées, n'est-ce pas, quand elles font un AVC, récupèrent moins bien que les hommes. On le sait de tout temps. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus âgées, quand elles ont leur AVC, le mari, plus de probabilité d'être lui-même décédé. Elles sont plus souvent seules, etc. Et aussi, elles sont plus souvent déprimées. Et donc, quand elles ont leur rééducation, avec une bonne rééducation autour, elles répondent moins bien. Leur motivation, leur vouloir, leur désir de vie, la volonté de persévérer dans sa vie, ce que nous faisons tous, est entamé. Et quand il n'y a pas ça, et cela passe par la visite, quand il n'y a pas cette motivation, la récupération neurologique ne se fait pas de la même manière, et on le sait de tout temps. Donc c'est tellement important, y compris sur le plan de la récupération fonctionnelle, organique, et des résultats que nous mesurons à la fin. Voilà. Madame, vous aviez demandé la parole, là. Tout au fond. Ah non, vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez demandé. Très bien. Et on va peut-être arrêter après, parce qu'on a le droit de manger. C'est une nouvelle. Alors, simplement, à propos des visites, je reviens sur les visites. On parle de visites que l'on va faire dans les établissements, mais on ne parle pas souvent du besoin que les malades ou que les personnes ont de sortir. Moi, je me demande si on ne pourrait pas, non pas obliger, mais demander instamment aux familles, aux proches qui viennent rendre visite, de permettre aux visités de sortir de temps en temps. Parce que je vois souvent, je suis bénévole France Alzheimer, et je vois souvent des gens qui ne sortent jamais des établissements. Et c'est dommage parce qu'on a quand même besoin, ne serait-ce que d'aller prendre une bouffée d'air. Alors bien sûr, il y a les petits jardins, mais sortir, aller à l'extérieur, rendre une visite, c'est possible. J'ai fait partie du conseil social de l'hôpital de Loudun. On m'a assuré que les gens, quand on les faisait sortir, ils revenaient. Il ne posait pas. Il y avait eu un cas une fois d'une difficulté d'une personne qui n'avait pas voulu revenir à l'EHPAD. Mais sinon, les gens reviennent. Alors, moi, ça me fait mal au cœur de voir que des gens ne sortent jamais. C'est un peu comme dans une prison dorée. Vous pouvez y répondre ou pas, non ? Je partage totalement ça, mais je pense que les sorties ne sont pas interdites, c'est juste que c'est pas dans la culture. Et je pense qu'il faut montrer une voie et en parler, et parler de l'impact que ces visites peuvent avoir. Le fait de sortir de l'EHPAD, c'est pas interdit, pas du tout. Il y a des directrices et des directeurs d'EHPAD dans la pièce, ils vont vous confirmer ce que je vous dis. Personne n'est assigné à résidence. En revanche, il y a quand même cette question de l'accessibilité de la sortie, qui est pas toujours simple, qui est à prévoir, mais qui est possible. Donc effectivement, vous pointez quelque chose d'important, mais c'est une culture et rien n'interdit la sortie aujourd'hui.
Je pense que dans les EHPAD, il y a une liberté d'aller et venir qui est constitutionnelle et qui n'est pas remise en question. Il faut juste avoir, je crois, les personnels ou les accompagnateurs ou les bénévoles qui vont nous permettre d'accompagner ces personnes âgées et ou handicapées en grande désorientation. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un sortir d'un établissement. Il risque de se mettre en danger et pour lui et pour autrui. Ça me rappelle du temps où les handicapés restaient chez eux, on ne les sortait pas. Donc ce qui est important, c'est la différence. C'est un autre débat. Excusez-moi de vous couper, mais c'est un autre débat. Attendez, on souhaite les sortir. Je vais peut-être terminer ma phrase, si vous voulez bien. Il ne faut pas être violente comme ça. Non. Je disais, c'est le problème de la différence et c'est de l'adaptation des sociétés à cela. Parce que lorsque les personnes, en effet, ne peuvent pas, et malades d'Alzheimer, on peut comprendre qu'il y ait besoin d'accompagnement, qu'il y ait des choses comme ça. Mais l'idée même, actuellement, de faire sortir, ça a été dit, n'est pas évidente. Il y a une prise de conscience. Alors après se pose, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? De quelle manière? Il y a peut-être aussi quelque part arrêter d'avoir peur. C'est-à-dire arrêter cette surprotection. Eh bien oui, la personne va tomber. Eh bien il y en a une qui va tomber. Est-ce que pour une qui va tomber, toutes les autres ne vont pas pouvoir sortir? C'est une question. C'est une question d'éthique collective. Je vous répondrai en vous reposant une question. Il est dans la nature des choses et de l'être humain d'avoir des risques, de vivre simplement. Donc, si oui, il y a une personne qui tombe, il y aura quelqu'un qui l'aidera à se relever. La question, c'est comment, avec quels moyens, et surtout, quel sens la société donne à ces personnes vulnérables, qu'elles soient âgées ou handicapées, et surtout quels sont les moyens que nous nous donnons. Quand je dis nous, je suis une administrative, j'étais aide-soignante avant. Quels sont les moyens, quels sont nos possibles, et surtout quelle est la souffrance de tous ces soignants, de tous ces aidants, lorsqu'on ne peut pas faire, je veux dire. Et derrière, tout à l'heure, on entendait monsieur le directeur du centre hospitalier qui parlait du surstress, qui parlait de tout ce qui est l'administratif. Derrière, il y a des notions de rentabilité. Et vous avez très bien expliqué lorsque, dans les années 85, on est arrivé à parler des indices synthétiques d'activité avec les points ESA et les maladies de Fetter. Il faut arrêter de croire que la prise en charge de nos aînés correspond à des critères comme ça, parce que demain, ça sera nous. Et je crois que c'est une prise de conscience et qu'il faut le brandir un peu comme un slogan. Ce que vous ne faites pas pour eux, ça ne sera pas fait pour vous. Ce que vous dites, c'est extraordinairement bien. Et ça fait plaisir que ce soit dit. Je rajouterai néanmoins une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de la part de la société qui fait des normes, qui fait des lois, qui fait des jugements, etc. La vision qu'on aurait de la personne qui serait tombée et le recours éventuel qui pourrait se faire. Parce que justement, on est dans une vision de la société des risques telle que l'on voudrait presque que le risque zéro existe. Alors, il n'existe pas, ou alors il pourrait exister aux dépens de la vie même. Donc, ce qui veut dire que là, le problème, ça ne peut pas être dissocié. Il ne peut pas y avoir une société qui condamnerait des professionnels parce qu'ils auraient laissé un espace de liberté, voire d'autonomie, par rapport à un gain de vie.
Et là, il faut savoir si notre société est une société mortifère, parce que justement par hyperprotection, ou si nous sommes au contraire une société qui se veut beaucoup plus vitaliste. Et là, la différence qu'il y a entre deux, et on le voit bien, ce sont deux grandes philosophies. C'est Heidegger d'un côté, l'être pour la mort, et ça peut être aussi un autre, Emmanuel Lévinas, dont je n'ai pas parlé depuis ce matin, qui s'appelle l'être pour la vie. Et là, je crois qu'il y a une réflexion à avoir que le corps social n'a pas, parce que tout le monde sera le premier à condamner dès lors qu'il y aurait une personne, comment elle n'aurait pas été accompagnée, comment une personne se serait perdue de manière inconsidérée, etc. Ça, il faut qu'on y réfléchisse. Encore un colloque. On va manger. Alors tout le monde est invité pour manger, il paraît. Alors vous pourriez dire merci.